Merci beaucoup. Merci aux organisateurs d'avoir fait figurer ce thème d'immigration dans cette vaste interrogation que vous avez sur les libertés publiques. Je crois qu'effectivement, c'est justifié. Je crois que les accommodements avec les libertés publiques qui se font actuellement sont, et ça c'est l'argument de la présence de l'immigration, particulièrement faciles quand on a affaire à des non ou à des semi-citoyens, c'est-à-dire à des contextes de migration. C'est pour ça que c'est intéressant d'observer cet aspect de l'évolution actuelle. Je crois que les gouvernements peuvent très facilement faire des accommodements, précisément, bien sûr, mais ça c'est un truisme parce que les personnes en question ne votent pas, mais aussi parce que il y a au sein de la population qui, elle, vote, une certaine inclination à accepter comme légitime que les droits de ces externes, de ces autres, soient moins importants que ceux qui sont conférés aux citoyens. Et là, il y a évidemment un jeu qui est très facile pour les gouvernements. Et ça débouche à l'heure actuelle sur toutes sortes d'évolutions. Les mots-clés, je vais juste vous les donner sans nécessairement approfondir. J'irai un petit peu plus loin tout à l'heure sur deux thématiques importantes. Expulsion, criminalisation de l'assistance aux migrants, refoulement aux frontières. Mais aussi, je crois, de manière générale, et le terme a été prononcé à juste titre il y a quelques instants, vision en termes de sécurité, de sécurisation, comme disent les anglophones, de la migration. Et ça, c'est quelque chose qui a évolué vraiment au cours des 10 dernières années. Les migrants sont devenus un problème de sécurité. Et ça relève de cette évolution générale qui est très problématique. Alors, que faut-il faire par rapport à cela quand on travaille comme moi sur les questions de migration? Il faut faire, ça a été dit lors de la première table ronde, une cartographie, un bilan de la situation spécifique des droits fondamentaux des migrants. Et ce bilan, je crois qu'il est important à faire parce qu'il doit être nuancé. Je crois que dans ce domaine-là, il n'y a pas une évolution linéaire qui priverait progressivement les migrants de leurs droits. Mon point d'observation, c'est la Suisse, c'est la Commission fédérale des migrations qui fête cette année ses 50 ans. Il y a 50 ans, dans certains domaines, les droits fondamentaux étaient en bien plus mauvaise posture qu'aujourd'hui. Le nom d'ailleurs de ma commission, j'ose à peine vous le dire, il y a 50 ans, c'était la commission pour le problème des étrangers. Et on tentait, avec des réunions très sérieuses, d'envisager toutes les méthodes qui permettraient de faire partir les gens ou de les empêcher d'arriver. Dans ce domaine-là, le domaine de l'accès, par exemple, celui du regroupement familial, je crois qu'on peut dire qu'on a eu des avancées. On a, durant des années et des années, en Suisse, c'était une des pires politiques d'Europe, je crois qu'on peut le dire, priver les migrants de leur famille, non pas durant quelques mois, mais durant des années. Ils ne pouvaient pas faire venir leurs enfants ou leurs conjoints, donc c'était la famille nucléaire dont il s'agissait, pas la famille élargie. Même s'ils avaient un travail tout à fait régulier, rémunéré et très utile à l'économie suisse par ailleurs. Donc là, on a eu certaines avancées. On a eu certaines avancées aussi dans l'accès à la nationalité. La nationalité suisse, dans les années 70, était quasiment inaccessible. Très facile de placer son argent en Suisse, mais alors acquérir la nationalité suisse, ça c'était tout à fait impossible. Aujourd'hui, on a chaque année des dizaines de milliers de personnes, Dieu merci, qui deviennent suisses après avoir passé un certain temps dans le pays. Donc il y a eu un certain nombre d'avancées, je crois que c'est important de les reconnaître pour précisément pouvoir identifier les domaines où alors, malheureusement, il y a eu des reculs, et puis aussi les fragilités des acquis, parce que dans le domaine du regroupement familial, il y a des attaques très fortes contre les modalités actuelles. Dans le domaine de la naturalisation aussi, il y a des attaques très fortes aujourd'hui. Donc il faut pouvoir les identifier. Et très brièvement, je voulais évoquer deux aspects qui, à mon sens, sont très problématiques actuellement par rapport à ces droits fondamentaux et qui alors sont en train de se dégrader ou se sont dégradés au cours des années récentes. Le premier domaine, c'est celui sur lequel je travaille le plus directement, c'est celui de l'asile, de la protection. Et là, on a véritablement un droit tout simple, qui est celui, non pas d'obtenir l'asile, qui est mis en cause, mais le droit tout simplement de le demander, l'accès à une procédure d'asile.
Ensuite, la question de savoir si cette procédure est très ouverte, très généreuse ou au contraire très restrictive est même pas posée. C'est simplement la question de pouvoir demander la protection. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est ancré dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui est ancré dans les conventions de 51 sur les réfugiés et qui est véritablement mis en péril par une politique que vous connaissez tous, qui est la politique simplement de non-accès au territoire, de non-accès à l'Europe, qui évite simplement que les gens viennent simplement faire valoir leurs droits. Et ça se produit à différentes échelles. Ça s'est produit à l'intérieur de l'Europe, quand on a empêché des gens de passer d'un pays à l'autre. Ça s'est produit en Suisse, quand on n'a pas laissé les personnes qui souhaitaient venir en Suisse ou transiter par la Suisse en 2015 franchir la frontière italienne. Et puis évidemment, ça se manifeste de manière particulièrement spectaculaire en Méditerranée, où tout est fait pour que les gens ne puissent pas faire valoir leur droit. Donc là, je crois qu'il y a véritablement une régression. Il y a aussi une régression parce qu'il y a encore 10 ou 20 ans, dans de nombreux pays d'Europe, on avait la possibilité de passer par les ambassades pour demander l'asile. C'est-à-dire que vous pouviez venir déposer votre demande à l'ambassade de Suisse à Colombo, au Sri Lanka. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Vous pouvez faire une demande d'asile en Suisse si vous êtes un opposant tamoul au régime sri-lankais, mais vous devez venir à la frontière suisse au sens géographique du terme. Donc là, on a eu véritablement une régression terrible qui ensuite débouche sur ce dont tout le monde s'horrifie, c'est-à-dire des voyages extraordinairement dangereux. Rappelons-nous qu'encore il n'y a pas si longtemps, de nombreux pays européens octroyaient la protection via les ambassades. Alors évidemment, ça pose toute une série de problèmes logistiques. On peut bien imaginer que dans certains cas, on ne puisse pas simplement laisser les personnes venir à Damas demander l'asile à l'ambassade de Suisse parce que ce seraient des chiffres extraordinairement élevés. Mais toujours est-il que la régression est grave et elle doit être évidemment abordée. Je ne vais pas mettre en plus sur ce thème, mais c'était la première illustration que je voulais donner. Et puis la deuxième illustration, là aussi, qui malheureusement concerne tout particulièrement la Suisse, c'est celle qui vient d'être évoquée, c'est-à-dire la déchéance de la nationalité. La Suisse n'avait pas pratiqué la déchéance de la nationalité depuis le début de la Seconde Guerre mondiale et tout récemment, dans un contexte qui est évidemment celui du terrorisme, on a eu 2 cas de personnes qui se sont vues retirer la nationalité suisse. L'une de ces personnes n'avait même pas été condamnée par un tribunal pour terrorisme. C'est un acte administratif qui a été fait par le secrétaire d'État aux migrations que de lui retirer sa nationalité. Alors évidemment, sans déroger aux conventions internationales sur l'apatridie, c'est-à-dire que cette personne avait une double nationalité, mais toujours est-il qu'on a créé, en faisant cet acte, un système à 2 vitesses de citoyens, des citoyens qui sont ceux qu'on, effectivement, comme ça a été dit, considère comme les purs, ils n'ont qu'une nationalité, on ne peut pas la leur retirer, et puis les doubles nationaux qui, même s'ils sont suisses depuis des années et des années, s'ils sont nés dans le pays, peuvent toujours se faire retirer la nationalité. C'est quelque chose d'extrêmement problématique, mais en même temps d'extrêmement, hélas, intéressant, dans la mesure où c'est un cas où précisément mon argument de départ, qui est qu'il est très facile de déroger aux droits fondamentaux dans le domaine de l'immigration, s'applique particulièrement bien. Le fait que ces 2 personnes se soient vues retirer la nationalité suisse n'a pas été dénoncé en Suisse. L'acceptation de ce fait a été extrêmement large, tout simplement parce qu'on n'a pas pris la peine de réfléchir aux implications que cela avait, aux implications en termes de nationalité à 2 vitesses, et puis aussi aux implications liées au fait qu'on observe que en Grande-Bretagne, où la dénationalisation s'est manifestée aussi très fortement ces dernières années, peut-être un peu moins en France, mais je crois que c'était quand même dans cette direction-là qu'on a tenté d'aller il y a quelques années, ne s'adressait qu'à une catégorie bien spécifique de personnes ayant trahi les valeurs fondamentales de la nation, qui se trouvaient être des musulmans, appartenant à un groupe bien spécifique qu'on a identifié. Jamais on a envisagé de retirer la nationalité à des escrocs internationaux. En Suisse, on a eu un fonctionnaire international de haut niveau qui a peut-être piétiné toutes les valeurs jugées fondamentales de probité qui sont censées être celles de la Suisse. Jamais personne n'a proposé de retirer sa nationalité au président de la Fédération internationale de football pour pas le nommer. Pourtant, Dieu
sais si certaines des valeurs suisses ont été quelque peu mises en doute. Bref, je ne m'étends pas là-dessus, mais ce sont deux thèmes sur lesquels il faut se pencher. Et pour résumer finalement mon argument, de manière très simple, je crois que les migrants ont place dans les débats qui sont tenus aujourd'hui parce qu'ils sont les canaris dans la mine de charbon. C'est-à-dire que si on fait perdre des droits fondamentaux aux migrants, c'est probablement le signe qu'on est prêt à en faire perdre à toute une série d'autres catégories de la population, et c'est une alerte de plus que l'on doit prendre au sérieux.